Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va parler du dernier livre de Florence de Changy, The Disappearing Act, qui est en français donc la disparition. Un livre qui est paru donc sur la MH370 le 4 février en anglais pour l'instant et qui va être publié en français en France, disponible à partir du 4 mars. Donc, je tiens à insister sur le but de cette vidéo, ça n'est pas de démolir, c'est pas du tout l'objet, mais de simplement faire remarquer certaines incohérences et surtout certaines différences de vision que je peux avoir dans cette affaire par rapport à celle de l'auteur. Je précise également que je ne prétends nullement savoir tout ce qui s'est passé dans cette affaire, ni même affirmer avoir raison sur un scénario particulier plutôt qu'un autre. Mais souhaitait seulement apporter un éclairage technique sur certains aspects sur lesquels j'estime avoir une compétence, à savoir les parties aéronautiques de l'affaire, notamment ce qui touche le contrôle aérien, les performances avions, les données radar et les aspects militaires. On verra que dans le livre, les aspects militaires sont très présents. Alors pour synthétiser déjà un peu l'ouvrage sur quelques thèmes principaux, tout d'abord, le but du livre pour l'auteur, c'est de faire connaître des témoignages qui n'ont jamais été pris en compte par les enquêteurs ni même les autorités. On verra qu'il y a quand même des témoignages qui ont quelques trous dans la raquette néanmoins. Tout s'appuie également sur une volonté de dissimulation du lieu de crash réel en fait de l'avion, avec une énorme désinformation doublée d'un complot à grande échelle. Pourquoi je dis à grande échelle? Puisque ça forcément ça sous-entend l'implication de nombreux pays. Voilà. Et également un commandant de bord dont la responsabilité possible est selon l'auteur exclue. On verra que je ne suis pas du tout de cet avis. Ensuite, on abordera à la fin, c'est le scénario final, qui est digne des plus grands livres d'espionnage de Tom Clancy, hein, avec des moyens, on est presque sur du Mission Impossible hein, avec Tom Cruise. Mais on verra qu'il y a quand même d'énormes incohérences, notamment sur les aspects des systèmes militaires, les AWACS, les armes laser. Alors, je connais relativement bien ces systèmes, pour avoir travaillé justement avec des AWACS. J'ai eu l'occasion également de voler dessus, de voir comment le travail s'effectuait à bord d'un AWACS, mais également par les connaissances que j'ai pu accumuler dans le domaine de la simulation d'avions de combat, parce que je faisais beaucoup de simulations d'avions de combat et j'avais beaucoup étudié tous les aspects de détection, radar et également de guerre électronique. On en parlera puisque le scénario sous-entend l'implication de la guerre électronique. Alors, son scénario sous-entend également une interception avec un arraisonnement vers un aérodrome militaire. Alors, le but invoqué serait d'empêcher une cargaison sensible d'arriver en Chine. Or, nous verrons qu'il y a des incohérences sur la façon dont cela est décrit. Et sur ce point, je peux affirmer être clairement compétent, puisque mon travail dans l'armée de l'air, il y a encore pas si longtemps, consistait justement à effectuer des interceptions avec des avions de combat sur des avions de ligne. Donc je sais très bien comment les choses se passent sur ce genre de mission, et notamment les contraintes que l'on a. Donc on va commencer, je vais aborder plusieurs points qui sont abordés dans le livre, donner quelques précisions et également certaines corrections. On va commencer par le témoignage, des témoignages qui sont abordés sur 121.5, qui est la fréquence de détresse. Alors l'auteur parle de témoignages entendus par des pilotes au-dessus du Vietnam, qui auraient entendu le MH370 sur 121.5 indiquer qu'il déclarait une urgence et qui souhaitait se poser immédiatement et que l'avion était en train de, de se désintégrer. Alors, ce qui m'intrigue dans ce témoignage, c'est que justement le peu de témoignages. Sur une fréquence 121.5, elle est veillée par tous les avions de ligne en vol. Et curieusement, on n'aurait que un ou deux témoignages qui sont justement très vagues. Mais surtout, ceux-ci ne sont absolument pas repris dans les rapports officiels, notamment dans les échanges téléphoniques entre les superviseurs des salles de contrôle vietnamiens et malaisiens. Donc clairement, je m'interroge sur leur véracité.
Alors l'auteur laisse entendre que cette absence dans les rapports laisse entrevoir une forme de dissimulation. Personnellement, je ne le pense pas. Voilà. Un des témoignages parle également d'une communication reçue par un navire militaire américain dans le secteur et qui aurait été relayée vers une base de l'US Army. Sauf que quand on regarde la provenance de cette rumeur, elle est quand même assez douteuse puisqu'elle vient de Chine. Et rien n'a jamais été confirmé sur ce point, donc ça c'est resté une rumeur. Le deuxième point qu'on va voir, c'est l'annonce de Peter Chong. Alors, Peter Chong était un ami du commandant de bord. Et l'auteur parle d'un témoignage lors d'un vol au-dessus de la zone de recherche en mer de Chine, donc la première zone de recherche, et de l'intervention du pilote indiquant aux passagers de regarder en dessous le lieu du crash de leur camarade. À savoir que c'était de nuit, hein, ce vol. Alors, l'auteur considère cette information comme une preuve que le crash a bien eu lieu à cet endroit. Alors, faux déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte. On est dans les jours qui ont suivi la disparition et les recherches en fait se poursuivent dans la zone. Le demi-tour n'est pas encore totalement validé, même s'il a déjà été évoqué. Donc forcément, les équipages de la compagnie pensent toujours que l'avion s'est crashé à cet endroit. De plus, les navires évoqués et soupçonnés, comme c'est dit, de récupérer des débris qu'apparemment on voit depuis la haute altitude, sont en fait en train de balayer la surface de la mer avec leurs projecteurs à la recherche de débris. Comme j'ai dit, on est de nuit. Donc, par conséquent, ce témoignage est en aucun cas une preuve et il s'explique parfaitement autrement que ce que laisse supposer l'auteur. Ensuite, on va voir les recherches. L'auteur indique que la Malaisie a déployé, dans le plus grand secret, des navires et des avions sur la côte ouest de la Malaisie, alors que les recherches se déroulaient toujours dans la zone désignée à l'est. Alors, je vais rétablir une vérité sur ce point. Cela n'a pas du tout été fait secrètement. Et pour cause, l'avion ayant disparu dans la nuit de vendredi à samedi, les autorités ont annoncé publiquement l'ouverture de cette nouvelle zone de recherche dès le dimanche, c'est-à-dire dès le deuxième jour de la disparition. Alors, cela fait suite aux images radar que l'armée de l'air malaisienne a eu connaissance donc, le samedi et qu'elle a porté à la connaissance des enquêteurs en fin de journée ce samedi. Et le samedi soir, à la vue de ces données, le Premier ministre avait donné des consignes de chercher également dans cette direction, sans abandonner pour autant la mer de Chine. Donc dire une telle chose ne fait qu'entretenir l'idée d'un complot auprès du public qui n'a pas connaissance de ces détails que je viens de vous expliquer. Pourtant, il suffit de regarder les conférences publiques des premiers jours, que l'on retrouve encore sur YouTube notamment, pour se rendre compte par soi-même que les autorités l'avaient pourtant clairement dit. Alors, la raison pour laquelle les recherches ont continué en mer de Chine était pour lever le doute, notamment sur les débris apparemment repérés par un satellite d'imagerie chinois. S'ils avaient arrêté rapidement les recherches à cet endroit, le public n'aurait pas compris. Et les médias surtout ne se seraient pas privés de leur reprocher. Alors, l'auteur utilise également la déclaration du ministre de la Défense malaisien qui dit que les images satellites chinoises ont été publiées par erreur. En fait, ça choque l'auteur comme s'il y avait eu une volonté de les cacher. Ce n'est pas ça en réalité, ce qui est reproché. C'est juste qu'avant que des infos ne soient publiquement communiquées, elles doivent être confirmées, mais aussi au regard de l'annexe 13 de l'OACI, qui est le document international qui régit le déroulement des enquêtes dans les cas d'accident. C'est à la Malaisie d'autoriser leur publication. Donc, il n'y a rien de polémique là-dedans, clairement, selon moi. Concernant les débris observés par ce satellite chinois, il y a une incohérence de taille, justement de taille. C'est que les tailles des débris qui sont données, que reprend Florence de Changy dans son livre, on a des tailles de 18 mètres par 13 mètres, ou encore 19 mètres par 14 mètres, ou aussi 24 mètres par 22 mètres. Alors, de l'avis de l'auteur, ça colle avec la taille de l'avion. Sauf que moi, ce qui m'interpelle, soyons réalistes, ces débris sont bien trop gros et bien trop larges pour les attribuer à un avion, qui plus est, qui se serait écrasé en mer. Ils sont beaucoup trop gros. L'auteur s'interroge également sur le flou quant à la zone de recherche lors des premiers jours. Alors, je lui conseillerais d'aller regarder d'autres rapports sur des crashs en mer,
notamment l'Air France 447, le Rio-Paris, afin de juger la difficulté à définir des périmètres de recherche quand les données sont peu précises. Alors, dans les premiers jours d'un crash, il est très difficile de diffuser des données claires publiquement. Les exigences des journalistes ne sont pas compatibles avec la réalité du terrain dans ce genre d'enquête. Il faut vraiment en être conscient. Alors, le ministre de la Défense fait également l'objet de nombreuses critiques de la part de l'auteur. Alors, même si je peux la rejoindre sur certains points, il faut aussi comprendre pourquoi celui-ci devient, au bout de plusieurs jours, Monsieur Nono, comme il est appelé, hein, puisqu'il disait toujours non. Il faut voir la tension dans les conférences de presse et l'agressivité des journalistes à l'égard des représentants qui viennent s'exprimer devant eux. Qu'ils aient ensuite décidé de refuser de communiquer certaines infos par la suite, ça peut se comprendre, je pense. Chaque fois qu'ils donnaient une information, celle-ci se retournait très vite contre eux, surtout en l'absence justement d'éléments probants. Alors, je ne les excuse pas, je fais simplement un constat. Ils se sont retrouvés dépassés par l'ampleur de l'affaire et complètement confus par le manque d'informations fiables sur la position finale de l'avion. Ils n'étaient pas du tout préparés à ça. En France, le BEA est un organisme dédié à la communication. Il est en effet préférable de déléguer généralement la communication à ce genre d'organisme plutôt qu'à des politiciens qui n'ont bien souvent aucune connaissance du domaine, mais qui peuvent être tentés de pécher par positivisme. Et c'est ce qui a été le cas dans cette affaire, où les politiques étaient toujours confiants, alors que les gens du terrain, et certainement même les enquêteurs, étaient conscients de la très grande complexité justement de cette affaire. Au lieu de ça, l'auteur voit ici donc une tentative, là encore, de dissimulation afin d'entretenir l'attention du public, toujours pour détourner l'attention du lieu réel du crash en mer, qui selon l'auteur serait en fait en mer de Chine. Alors en plus, l'arrivée de l'Australie, qui est un allié important des États-Unis, est aussi vue comme une preuve de ce complot. Alors, quant à l'ATSB, c'est l'équivalent du BEA australien, hein, le Australian Transport Safety Board, il est clairement soupçonné de profiter de cette opportunité pour redorer son image. Ok, bon, soit. Maintenant, les chances de détecter les ULB, c'est les Underwater Locator Beacon, c'est les balises sous-marines des boîtes noires. Clairement, les chances de les détecter sur les 10 derniers jours d'estimation de la batterie étaient extrêmement faibles, hein, compte tenu de la zone d'incertitude qui était vraiment immense. Alors, les Australiens, clairement là-dessus, il faut le reconnaître, hein, ils ont pêché par optimisme, clairement. Et leur échec n'en a été que plus cuisant derrière, hein, ça leur a été forcément reproché. Mais il faut remarquer que c'était bien souvent les politiques, quand on regarde les déclarations, qui imprimaient cette ambiance. Et les enquêteurs, souvent, notamment la TSB, ne faisaient que corroborer quelque part cet excès de confiance venu de plus haut. Voilà. On va parler vite fait maintenant des nappes d'hydrocarbures. Alors, à plusieurs reprises, il est évoqué des nappes de pétrole repérées, mais le kérosène en mer, c'est pas comme du pétrole brut, hein. C'est quand même plus transparent, plus volatile, et ça se mélange beaucoup plus rapidement avec de l'eau. Donc les observations de nappes de pétrole, je suis assez dubitatif sur ce point, clairement. On va passer aux données radar. Alors les données radar, un gros point de cette enquête qui pose aussi question. L'auteur explique que les incohérences sur les données radar à elles seules suffisent à les discréditer et à considérer ainsi qu'elles ont été fabriquées. C'est une accusation quand même grave, hein. Oui, il y a des incohérences dans les données radar. J'en ai déjà expliqué plusieurs en détail dans mon ouvrage. Une vitesse trop élevée qui est incompatible avec un Boeing 777, notamment. Mais ces données ont depuis été affinées car elles reposaient visiblement sur un seul radar au début. Ensuite, il y a également eu sur le rapport final une altitude incohérente pour un Boeing 777, 58 200 pieds, est détecté par un radar militaire 3D de type GM400 de Thales. Sachant que l'altitude maximale de cet avion est de 41 000 pieds sous pilote automatique, bien entendu on peut affirmer qu'il est possible de monter plus haut que 41 000 pieds, mais 58 200 pieds du point de vue de l'accrochage des moteurs, mais aussi de la masse de l'avion à ce moment-là, c'est clairement impossible. Un 777 ne pourra jamais monter à cette altitude-là.
Alors cela laisse penser, selon l'auteur, qu'il ne s'agissait pas du MH370, mais plutôt d'un avion militaire. Alors, il est en effet impossible de le dire, vu qu'il ne s'agit que d'un contact radar primaire, c'est-à-dire qu'on détecte que la masse métallique. Moi, je pense plutôt que sur ce point-là, il y avait une mauvaise calibration du radar. Après, l'auteur joue sur le fait que ce contact n'était pas identifié pour accréditer qu'il ne s'agissait pas du MH370. C'est insuffisant pour en déduire une telle chose. Voilà. En effet, sans transpondeur, il est impossible d'identifier un contact radar primaire. Or, le transpondeur ayant été coupé, c'est impossible de l'identifier. Voilà. Ensuite, l'auteur met également en doute ces données radar du fait que les données brutes n'ont été communiquées, notamment en ce qui concerne le radar militaire GM400, qui est le dernier à avoir officiellement suivi l'avion. Sauf que la non-divulgation dans le domaine public de ces informations radar est parfaitement compréhensible. On parle ici d'un radar militaire de dernière génération et forcément soumis au secret défense. Donc c'est tout à fait explicable que ces données-là, brutes, n'aient pas été communiquées publiquement. Ensuite, l'auteur aborde le chargement de l'avion. Dans son précédent livre, elle en avait déjà longuement parlé, par rapport au Mangoustan, par rapport au chargement Motorola qui pose question. L'auteur s'étonne notamment que le manifeste du cargo n'ait pas été rendu public dans les heures qui ont suivi la disparition. Alors, dans les faits, il est quand même assez rare d'avoir ces informations aussi vite, hein, mais plutôt de les avoir dans les jours qui suivent. Certes, il a fallu attendre quand même un moment pour avoir vraiment ces données-là. Il est toutefois surprenant qu'il ait fallu attendre presque 2 mois. Alors, sur ce point, je suis d'accord avec l'auteur, ce n'est pas normal. Voilà. Il y a bien un doute sur le chargement, je suis d'accord avec l'auteur, mais pas sur le scénario d'un chargement qui ne devait pas arriver en Chine. Voilà, je pense qu'il y a plutôt des marchandises de trafic, de contrebande, ça c'est tout à fait concevable. Hein. Ce qui pourrait expliquer l'embarras du gouvernement malaisien sur ce point, mais selon moi ça s'arrête là. Ensuite, les Iraniens sans passeport, là encore, l'auteur considère que cette information était destinée à focaliser les journalistes et le public sur ce sujet pour ne pas qu'ils s'intéressent à ce qui se passait sur le terrain en mer de Chine. Je suis loin d'être convaincu. Ce sont surtout les journalistes qui se sont engouffrés dans cette information, et c'est encore plus flagrant dès le 2e jour, lors de la conférence où la Malaisie annonce l'ouverture de la 2e zone de recherche à l'ouest de la Malaisie. Cette information, elle est passée complètement à la trappe des journalistes. Voilà. Au cours de cette conférence, aucun journaliste qui n'a relevé l'information, et toutes les questions qui ont suivi n'ont eu qu'un seul sujet, les 2 Iraniens et la thèse terroriste. Donc peut-être pour cela, c'est peut-être pour cela que l'auteur laisse entendre que les autorités n'avaient pas annoncé la 2e zone de recherche. En fait, elle a été annoncée. Donc il faut vraiment revenir sur les déclarations qui ont été faites pour se rendre compte qu'en fait c'était le cas. Leping Inmarsat, alors, gros point de l'enquête, qui est le point le plus complexe. Alors souvent ce qui est dit par l'auteur, c'est que les autorités, notamment chinoises, indiquaient aux familles, vous ne pouvez pas comprendre, c'est trop compliqué. C'est compliqué. On ne peut pas se le cacher, c'est compliqué et ça repose sur des informations qui sont tellement parcellaires, au début surtout, que ça peut se comprendre que c'est difficile à accepter. Alors, il y a parfois quelques petites erreurs, comme notamment un moment dans le livre, elle parle du 8e et dernier ping. En réalité, il n'y a pas 8 pings, hein, il y en a 7. Le 7e, c'était le dernier. Hein. Il faut comprendre que le 7e ping est en fait un ping moyen, vu qu'il y a en fait plusieurs échanges pendant quelques secondes. C'est plusieurs échanges qui sont, on va dire, moyennés pour avoir un ping moyen. Alors, le ministre de la Défense a en effet nié pendant 2 jours les données Inmarsat. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les données étaient en cours de vérification par Inmarsat, mais aussi par d'autres organismes qui ont été officiellement indiqués, comme l'AIB, qui est l'équivalent du BEA anglais, le NTSB, l'équivalent du BEA américain, de façon à vérifier ces données-là. Tant que cela n'avait pas été confirmé, ça a pris 2 jours supplémentaires, ils ne pouvaient pas les valider publiquement. Sur ce point, la prudence du ministre se retournera contre lui par les médias, comme le fait l'auteur dans le livre, hein, l'accusant clairement d'avoir menti.
Par ailleurs, l'auteur s'interroge sur le fait qu'Inmarsat ait mis 2 jours avant de prévenir les autorités de leur découverte. Mais il faut faire remarquer quelque chose là-dessus, c'est qu'en fait c'était le week-end. Inmarsat a prévenu la Malaisie le lundi, puis la Malaisie a demandé à revérifier les données, ça a pris 2 jours de plus, et c'est le mercredi que les BTO ont été confirmés, et le jeudi, la mer de Chine a été officiellement écartée. Et donc je n'y vois pas d'incohérence flagrante. Le fait d'arrêter les recherches en mer de Chine à ce moment-là, suite à ces infos, c'est pas surprenant, clairement. Euh, L'auteur indique que les données Inmarsat avaient pour objectif de détourner, là encore, l'attention du public et des médias de la vraie zone de crash qui serait, là encore toujours, en mer de Chine. Personnellement, je n'y crois pas du tout, hein. Voilà. Tout comme ce témoignage qu'elle rapporte soi-disant, du fils d'un employé d'Inmarsat, qui laisserait supposer qu'Inmarsat savait ce qui s'était passé. Sauf que visiblement, ce témoignage, il semble venir de Chine. On ne sait pas comment un employé d'Inmarsat a réussi à voir que cette information-là arrive en Chine. Donc clairement, c'est difficile à confirmer, mais c'est pas une information fiable. Ça reste pour l'instant qu'une rumeur, ce genre de choses. Voilà. Donc ce genre de témoignage sur lequel l'auteur s'appuie tout au long du livre, c'est parfois assez fragile, hein, selon moi. Ce qui est également dit, c'est qu'Inmarsat aurait la capacité de suivre tous les avions sur son réseau. Alors oui, cela est possible, hein, à partir du moment où les messages que reçoit Inmarsat sont des messages ACARS de position, qui sont destinés à la compagnie notamment. Inmarsat reçoit ces messages et les transmet à la compagnie. Donc, vu que les messages ACARS ne sont pas cryptés, il est évident qu'ils ont accès à ces informations-là qui transitent sur leur réseau. Sauf que quand la CARS est coupée dans l'avion, et c'est ce qui a été le cas dans le MH370, Inmarsat n'est pas en mesure de localiser précisément l'avion. Ce que suggère l'auteur sur ce point n'est pas exact, clairement. Autre point inexact, l'auteur affirme que Boeing et Rolls-Royce savaient que l'avion avait continué à voler et qu'ils ont menti. Eh bien non, clairement ils n'ont pas menti. Boeing n'est pas destinataire des messages ACARS de l'avion. Ces messages sont uniquement relayés à la compagnie. Rolls-Royce reçoit en effet certains messages ACARS, que l'on voit là, concernant le suivi des moteurs lors de certaines phases de vol. Et on a donc ces messages que l'on voit là qui sont dans le rapport officiel qui a été publié 1 an après la disparition. Sauf que là aussi, Rolls-Royce ne suit pas l'avion. Il récupère uniquement des données moteurs. Donc dire que ces deux firmes étaient au courant, c'est faux, clairement. Cela entretient encore une idée de camouflage auprès du grand public qui n'est pas exacte. L'enquête, l'auteur semble surprise en fait que des enquêteurs anglais demandent l'accès à toutes les données. Rien de surprenant à cela, hein. Il s'agit de représentants accrédités, ce qu'on appelle des ACREP, de la AIB, mais aussi du NTSB, et conformément à l'annexe 13 de l'OACI, ils ont le droit de demander l'accès à ces informations. La Malaisie reste toutefois libre de définir le niveau d'accès aux infos de chaque représentant accrédité en fonction du pays. Pour le FBI, là-dessus, je manque d'informations, c'est pas mon domaine de compétence. Voilà. Autre information qui est également incorrecte, c'est quand elle dit que le premier rapport intermédiaire de mai 2014 indique que des experts militaires ont visionné des mouvements de l'avion à 8h30 le 8 mars au matin, soit 7 heures après la disparition de l'avion. J'ai été vérifier ce fameux rapport, il s'avère qu'il ne donne aucune heure précise. C'est que, en fait, c'est à la suite de ces informations-là que les autorités vont décider d'étendre les recherches à l'ouest, hein, clairement. Voilà. Ce que dit en fait cette phrase, c'est qu'ils disent juste que les militaires ont visionné des enregistrements de ce qui pourrait être le MH370, qui aurait fait un demi-tour en direction de l'ouest, en passant par la péninsule malaisienne. Et que c'est à la suite de ces infos que la recherche dans le détroit de Malacca, donc à l'ouest, a été décidée. Donc ce rapport est d'ailleurs disponible en plus sur le compte Facebook du ministre de la Défense malaisien de l'époque, hein. Il date du 1er mai 2014. Donc faut pas non plus dire ce que les rapports ne disent pas. Il faut parfois aller vérifier ce qui est dit dans les rapports et pas forcément croire ce qu'on peut retrouver dans un livre.
Alors, le rapproche avec les États-Unis, c'est également vu par l'auteur comme suspect, au point de dire carrément que les deux chefs d'État seraient devenus un couple inséparable. Alors, faut pas exagérer non plus. Faire le parallèle entre le MH370 et ce rapprochement est selon moi un peu hasardeux, hein. Après, je suis pas un spécialiste des relations géopolitiques, donc clairement, je ne m'immiscie pas dans ce domaine-là. La thèse du détournement de l'intérieur. Alors l'auteur ignore totalement les déclarations officielles selon lesquelles il s'agirait d'un acte délibéré de quelqu'un à bord. À savoir que les autorités ont rapidement annoncé ça sans pour autant pointer du doigt qui que ce soit, hein. Au lieu d'étudier cette éventualité du point de vue technique, elle se contente de récuser toute implication du commandant de bord. Sauf que ce qui a été dit très tôt par les autorités est loin d'être une hérésie, hein. Au lieu d'étudier cette piste, elle considère qu'il s'agit ni plus ni moins d'une nouvelle volonté de dissimulation destinée à discréditer le pilote. Sauf que les autorités, au début et même ultérieurement, n'ont jamais accusé directement et officiellement le commandant de bord. Jamais officiellement. Et y voit une tentative de suggérer en fait son implication et que ceci est diffamant. Alors, personnellement, je pense que quand on regarde objectivement les dysfonctionnements de l'avion, l'acte venant de l'intérieur, il est plus que probable. Après, c'est mon point de vue personnel. Alors, cette opportunité est également amenée par l'équipe d'enquêteurs mandatée par Sandra Bajac, en indiquant que le pilote aurait emporté 2 heures de carburant supplémentaire. Il s'est avéré que c'était faux et l'auteur le fait justement bien remarquer. Elle y voit donc une tentative en fait de ces enquêteurs de vouloir suggérer l'implication du pilote encore sous la forme d'une tentative de désinformation. Alors, il y a toujours, dès l'instant où une information ne veut pas être acceptée par l'auteur, c'est toujours de la désinformation. Alors, l'auteur relate également un entretien d'une de ses consoeurs qui aurait interviewé Najib Razak en prison apparemment et qui lui aurait demandé à la fin ce qu'il savait sur le MH370. Et là, c'est très intéressant en fait ce qu'il dit. Il a avoué avoir su très tôt que le commandant de bord était impliqué. Alors moi, clairement, j'entends ça. La question qui m'aurait brûlé les lèvres aurait été pourquoi ne pas l'avoir annoncé publiquement? J'aurais bien voulu le savoir. Au lieu de prendre cela en considération, l'auteur y voit à nouveau une énième tentative de désinformation. Pourquoi ne pas simplement considérer cela possible? Quel intérêt aurait eu ce Premier ministre déchu à mentir alors qu'il est aujourd'hui en prison? Alors, cette simple phrase, pour moi, elle sonne un peu comme un aveu, mais un aveu à qui veut l'entendre, hein, clairement. Ce qui n'est pas le cas de l'auteur qui ne veut pas l'entendre. Et pourtant, elle est importante, cette phrase. Elle peut peut-être interpeller. Alors, la piste de Diego Garcia, alors, elle parle un peu de la base de Diego Garcia, comme quoi cette base abrite des bombes nucléaires. Alors, clairement, ce n'est pas un secret, hein, puisque cette base est une base stratégique et que c'est donc son but, clairement. C'est une base totalement autonome. Une petite erreur, elle parle que des drones partent de cette base. Sauf que les drones qui effectuent des frappes militaires n'ont pas l'allonge au départ de Diego Garcia. Par contre, des drones de type Global Hawk sont très certainement employés depuis cette base, mais il s'agit davantage de drones de reconnaissance pour l'imagerie, mais également pour l'écoute électronique. C'est pas des drones tueurs, hein, clairement. Pour ce qui est de savoir si la base est équipée d'un radar transhorizon, comme c'est dit dans le livre, ce n'est pas certain. Je ne peux pas confirmer cette information. Mais il faut comprendre que ce genre de radar n'a pas la précision d'un radar standard et que les performances de ces radars sont fortement fonction des conditions météo. Alors, ce même type de radar, on le retrouve en Australie, le JORN, qui est également abordé par l'auteur, et ça trouble l'auteur sur le fait qu'il était inactif. Sauf qu'en fait, ce radar n'est pas utilisé pour la surveillance du ciel, mais plutôt pour des exercices militaires, et qui était un peu toujours en test à l'époque, hein. Voilà. Donc aucune info n'est fuitée de la base de Diego Garcia, pour moi ce n'est pas surprenant. Si tant est qu'ils avaient communiqué, certains ne se seraient pas privés de suggérer là encore une tentative de désinformation, selon moi.
Je salue toutefois le travail d'enquête qu'elle a réalisé aux Maldives. Et sur ce point, elle a interrogé de bonnes personnes. Elle a fait un vrai travail d'investigation jusqu'à déterminer qu'en fait l'avion observé n'était pas le MH370. Clairement, cette partie sur les Maldives, je dirais qu'elle est exemplaire. Sur cette partie-là, c'est vraiment un des rares points sur ce bouquin qui mérite d'être salué, vraiment. Alors, des défaillances techniques, juste en parler d'une, est évoquée la piste d'un incendie par Kim, hein, à un moment dans le livre qui pourrait expliquer certains dysfonctionnements électriques. Mais comment expliquer dans ce cas la reconnexion du SATCOM ensuite? Donc ça interroge. Donc, pour moi, ce n'est pas plausible. L'argument de la dépressurisation qui en aurait découlé en fait de cet incendie ne compte pas non plus, car comment expliquer les changements de cap observés pendant la première heure de la disparition de l'avion? Euh, et pourquoi aucun message radio? Voilà. Alors bien sûr, ça sous-entend d'accepter les informations radars officielles, ce qui n'est pas le cas de l'auteur, donc ça peut se comprendre qu'elle ait ce point de vue. Euh, voilà. Toutefois, la théorie de ce Kim sur un amérissage me paraît parfaitement envisageable, voilà, mais sous un autre angle. Voilà. Ensuite, il y a énormément de témoignages qu'elle a recueillis, hein, forcément, en tant que journaliste, ben, elle va interroger les gens, donc c'est quand même le cœur de cet ouvrage, c'est de s'appuyer sur des témoignages. Le politicien qui est interrogé en Malaisie par l'auteur, il refuse de croire que les Américains ne savent pas. Euh, ce n'est pas vraiment d'une grande utilité ce témoignage. Pourquoi? Parce que cette personne est clairement une personne ouvertement anti-américain. Donc, étant donné qu'il fait partie de l'opposition, il faut aussi voir aussi une volonté possible de dénoncer le rapprochement entre Najib Razak et Barack Obama. Alors, certains témoignages obtenus sont clairement dignes d'un roman d'espionnage, hein, comme cette entrevue où elle s'est rendue sans téléphone, sans ordinateur. Enfin, tout cela entretient une atmosphère qui va convaincre, je pense, les lecteurs que l'auteur est sur la bonne piste. Ce dont, quand je vois certains témoignages, je doute sincèrement tant ils sont fragiles sur bien des points et très difficiles à confirmer, hein. Voilà. On va pouvoir aborder maintenant enfin le scénario final qui est privilégié par l'auteur. Le point de départ, je le rappelle, c'est une cargaison militaire américaine qui aurait transité par la Malaisie en direction de la Chine. La Chine aurait été intéressée de récupérer des technologies américaines. Il est intéressant de voir comment l'auteur indique la provenance de cette piste. Elle viendrait d'une équipe d'enquêteurs engagée par Sandra Bajac, personne qui est à plusieurs reprises mise en doute par Guillain Watrolo, hein, notamment dans son livre, mais également Florence de Changy dans celui-là. En effet, elle n'est pas très nette. Clairement, il y a des raisons que ça interpelle. De là ensuite y voir une espionne dont le but était de désinformer, je serais peut-être un peu plus dubitatif, même si on pourrait tenter de le penser. Pourtant, l'auteur conserve en fait cette hypothèse de son scénario qui est récupérée par les enquêteurs mandatés lors de cette enquête. Alors, donc, elle ne croit pas cette personne, mais elle conserve le scénario. Voilà, donc, bref, il est difficile, voire impossible, de prouver la véracité de cette hypothèse. Ensuite, l'auteur soutient une diversion en fait à grande échelle pour cacher les opérations de récupération en mer de Chine, comme j'ai déjà dit. Ce qui me dérange, c'est l'ampleur bien trop grande, selon moi, de cette dissimulation. Avec des pays aux intérêts souvent très différents, j'ai du mal à y croire. Après, ça reste une position personnelle. Il faut dire que les médias sont tout aussi responsables d'avoir colporté souvent de fausses rumeurs. Tout comme dans ce livre, où je pense qu'il y a quand même de fausses rumeurs qui sont reprises. Alors qu'un Boeing 777 disparaisse sans laisser de traces n'est pas uniquement lié, selon moi, à des considérations politiques. Un pilote mal intentionné a tout ce qu'il faut pour le faire depuis le cockpit. Considérer que le pilote comme suspect a donc tout son sens, selon moi, mais ceci n'est pas admis par l'auteur. Le commandant de bord est, selon elle, parfaitement innocent, et cela n'a pas de sens en fait de l'accuser de ce crime de masse. Alors, pensons au pilote du vol de la Germanwings.
On ne peut pas exclure une telle possibilité, même si pour l'heure, le mobile à bord du MH370 nous échappe, clairement. Voilà, il nous manque des pièces du puzzle, hein, selon moi. Alors, l'auteur considère également que la compagnie savait que l'avion avait continué à voler jusqu'à 2h40, il dit. Sans ACARS, c'est impossible. La CARS ayant été coupée, la compagnie ne peut pas le savoir. Elle considère en fait que les coordonnées qui ont été données par la compagnie au contrôle aérien étaient viables. Or, la CARS avait déjà été coupée. Voilà. Ces coordonnées-là, elles viennent ni plus ni moins d'une projection en fait du système de suivi de la compagnie, parce qu'en l'absence d'informations supplémentaires, le système continuait à extrapoler la position. Donc il n'y a rien de surprenant là-dedans. Par ailleurs, une phrase incomplète dans les logs des communications entre les contrôleurs vietnamiens et malaisiens, il permet d'affirmer que le contrôleur vietnamien savait que l'avion se posait, mais on ne sait pas où. Cette phrase incomplète, elle dit l'avion est en train de se poser, 3 points de suspension, on ne sait pas. Sauf que cette phrase incomplète, elle ne permet pas du tout d'affirmer une telle chose. Donc faut revoir un petit peu ça. Si le contrôleur vietnamien savait que l'avion était en train de se poser, il aurait repris cette information, il aurait confirmé au contrôleur malaisien. Sauf que ce n'est pas le cas. Mais là encore, l'auteur considère que ces logs de communication entre les contrôleurs ont été trafiqués. Également, SOS qui aurait été entendu à 2h43, le pilote déclarait une urgence, j'en ai parlé tout à l'heure, et que l'avion était sur le point de se disloquer. Sauf qu'il n'y a aucune preuve, et surtout qu'un seul avion aurait entendu ce message, pour moi ça reste qu'une rumeur. Alors, toute cette campagne de recherche dans l'océan Indien, selon elle, c'est une vaste opération de détournement de l'attention du public pour cacher le vrai lieu du crash. Personnellement, je trouve cette accusation assez gonflée, désolé de le dire comme ça. Nul doute que le public adhérera facilement à cette éventualité, hein. C'est bien ce qui me désole. Baser l'analyse sur des déclarations qui n'ont pas été confirmées, au lieu de regarder des éléments techniques de manière objective et rationnelle, selon moi un peu un manque de clairvoyance là-dessus. J'avoue, je suis peut-être un peu dur dans ce que je dis. Là où ça commence à être tiré par les cheveux, on va revenir sur ce scénario, c'est quand on a des avions radars AWACS qui entrent en jeu. Alors, selon l'auteur, le but était de forcer l'avion à se poser sur une base militaire de la région. Sauf que ce scénario de l'interception, il a pas mal de plomb dans l'aile. Pourquoi ? Intercepter un avion de nuit et lui intimer l'ordre de se poser sur un terrain imposé, ça nécessite d'entrer en contact avec l'équipage. Or, le seul moyen de pouvoir entrer en contact avec l'équipage lors d'une interception de vol de nuit est soit de parler sur la fréquence du contrôle aérien sur laquelle se trouve l'avion, sauf que là l'avion était en train de changer de fréquence, il était en train de passer sur la fréquence des contrôleurs vietnamiens, soit de passer par la fréquence de détresse qui est écoutée par tous les avions en vol et tous les centres de contrôle du trafic aérien. Autant dire que une telle action, une communication en fait avec cet avion entre le chasseur qui interceptait et l'avion, le MH370, ça serait clairement pas passé inaperçu, clairement. Voilà. Donc, tout le monde l'aurait entendu. Et on n'aurait pas eu qu'un seul témoignage qui dirait qu'il aurait entendu le MH370 sur cette fréquence. Autre imperfection, il est dit que Higari était contrôlé par Singapour. Ce n'est pas tout à fait exact. En fait, cette partie de l'espace aérien avait été déléguée par Singapour. C'est en effet dans la FIR de Singapour. Mais ça a été délégué à la Malaisie pour faciliter le transit des trafics en direction du Vietnam, enfin du moins entre le Vietnam et la Malaisie. Donc c'est juste une délégation d'espace. Il n'y a rien de choquant là-dedans. C'est quelque chose qui est parfaitement utilisé en France. Je prends l'exemple du terrain de Pontoise, à côté de Paris, où dans certaines configurations, si les avions se posent dans un certain sens, la zone est prévue jusqu'à 2500 pieds. Et si on est dans la configuration inverse, la zone va jusqu'à 3500 pieds. Il y a 1000 pieds de plus. Mais en fait, ces 1000 pieds, c'est une partie de la zone de Roissy qui est déléguée à Pontoise. Donc ça se fait parfaitement. C'est juste la délégation d'espace. Mais c'est tout. C'est justement de la gestion de l'espace par le contrôle aérien. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Les deux avions radars AWACS, donc selon l'auteur,
auraient pris l'avion en sandwich. Alors si j'ai bien compris, l'un au-dessus de l'autre. C'est-à-dire on aurait eu, comme on voit sur l'image, le MH310 avec un AWACS au-dessus, un AWACS en dessous. Et que ceci aurait permis de bloquer toutes ces communications et rendu l'avion invisible au radar. Et qu'une fois en place, une fois cette action en place, l'interception et l'arraisonnement auraient pu se faire. Alors dire une telle chose, c'est mal connaître les capacités et les performances d'un AWACS. Première incohérence. Si les deux AWACS avaient été placés comme elle le dit, ils auraient été incapables de suivre le Boeing 777. Pourquoi? Parce que la vitesse d'un AWACS est de l'ordre de Mach 0.78. Or, le Boeing volait à Mach 0.84. Et il peut voler maximum à Mach 0.87. Ça fait quand même plus de 100 km/h d'écart, hein, clairement. Les AWACS auraient été incapables de le suivre bien longtemps. Hein. Voilà. Alors de plus, les avions radars n'ont absolument pas besoin de prendre un avion de ligne en sandwich aussi proche, comme c'est dit, pour le détecter. Hein. Mais surtout, c'est techniquement impossible de faire disparaître un avion radar comme ceci. Sans compter que le rendre muet du point de vue de la radio ne serait techniquement possible que par une technique de brouillage électronique. Cependant, une telle action de brouillage aurait eu forcément un impact sur les fréquences de travail des contrôleurs civils. Et ça, j'ai déjà eu l'occasion de voir du brouillage radio. Je peux vous dire que c'est impossible de parler avec un avion. Donc, et en plus, ça ne serait pas passé inaperçu, ça aurait touché tous les autres avions sur cette fréquence-là. Alors, si en plus ce brouillage a été fait sur la fréquence de détresse, alors là, je peux vous dire que tout le monde l'aurait su. Mais compte du hasard, la manœuvre aurait commencé juste après le transfert de contrôle de l'avion. Et avant que l'avion ne contacte le contrôle aérien vietnamien. C'est quand même une fenêtre étonnamment étroite. Hein. Culotté la manœuvre, jamais vu un truc pareil. Alors, il est également évoqué que, soi-disant, les AWACS se seraient dotés, selon un de ces témoignages qu'elle a recueillis, de capacités de brouillage phénoménales. Alors ça, c'est nouveau. Hein. Clairement, pour moi, c'est absolument pas exact. Les AWACS ont en effet des capacités de guerre électronique. Mais quand on parle de capacités de guerre électronique, vous avez des capacités de brouillage, mais également des capacités d'écoute. Or, ce dont les AWACS sont équipés, c'est ce que l'on voit sur le côté de l'avion, ce sont des systèmes ESM, des systèmes d'écoute électronique. Voilà. Alors, savoir que les AWACS, ce sont des cibles fragiles et d'importance hein, sur un théâtre de guerre, et ils évoluent donc loin des menaces. Brouiller depuis une grande distance est inutile, car cela nécessiterait une puissance énorme si l'on veut brouiller ne serait-ce qu'un peu efficacement un radar adverse, ou même la radio. Hein. Donc pour les actions de brouillage, ce qu'on utilise généralement, c'est plutôt des avions de combat de type FA-18G Growler, ou également certaines versions. Donc là, les Growlers, c'est utilisé pour brouiller surtout les radars et aussi un peu les communications. Et ils peuvent s'approcher davantage de ces antennes pour pouvoir brouiller et masquer les avions que l'on veut masquer. Voilà. Donc le but, c'est de créer du bruit de façon à cacher les avions qui sont dans ce secteur pour éviter qu'on puisse leur tirer des missiles. Le principe, c'est ça. Après, vous avez certaines versions de C-130 Hercule, notamment le C-130H Compass Call, qui ont également une capacité de brouillage, mais là, on parle de brouillage de communication, pas de brouillage des radars. Clairement, voilà, les AWACS ne sont pas du tout équipés de ce genre de système. Certaines capacités de brouillage font néanmoins appel à des radars à antenne électronique qui permettent de diriger une quantité d'énergie vers un récepteur radar. C'est le cas des F-35 Lightning II. Apparemment, c'est un dispositif qui est utilisé sur ce type d'avion. Et par ailleurs, un AWACS qui émet avec son radar envoie une telle puissance qu'il est interdit de s'approcher en dessous ou en dessous d'une certaine distance. Le risque étant de griller complètement des composants. Donc il faut vraiment rester à distance quand vous avez un avion radar AWACS qui a son radar allumé. On pourrait penser que ça pourrait expliquer certains dysfonctionnements, mais cela aurait aussi affecté les AWACS entre eux, puisqu'ils étaient visiblement assez proches quand même aussi. Hein. Alors, par ailleurs, les antennes radar rayonnent latéralement, comme vous voyez sur l'image, et non pas vers le haut ou vers le bas. Donc voilà. Bref, clairement, selon moi, cette manœuvre, elle est tout simplement, du point de vue technique, impossible. Hein. Voilà.
Alors, elle justifie cette méthode en disant que les contrôleurs ont vu l'écho radar diminuer progressivement. Alors, première chose, c'est que déjà les radars utilisés par les contrôleurs étaient des radars secondaires. Donc, soit vous recevez l'écho, soit vous ne le recevez pas. Donc, ça apparaît ou ça disparaît. Vous n'avez pas de diminution progressive. Par contre, sur un radar primaire, oui, ça peut se concevoir. La diminution progressive de l'écho radar, elle peut très bien être due à une variation de ce qu'on appelle la surface équivalente radar, c'est-à-dire en gros le profil qui est renvoyé au radar par l'avion. Alors, si l'avion est en train de manœuvrer, forcément, cette taille en fait de la surface qui est renvoyée, elle varie. Donc si vous avez une forme différente, forcément la surface équivalente radar peut très bien être moindre. Voilà. Mais considérez cela uniquement sur un radar primaire, pas sur un radar secondaire, c'est-à-dire qu'il reçoit uniquement le transpondeur. Or l'avion, comme j'ai dit, était suivi par des radars secondaires par les contrôleurs civils. Donc là aussi, je trouve aussi une incohérence technique sur ce scénario. Elle évoque aussi le fait que d'autres avions dans le secteur ont disparu de Flight Radar, le site qui permet de suivre les avions, et que ça serait la conséquence de ce brouillage. Sauf qu'en fait, ça s'explique parfaitement. Quand on connaît la DSB, qui est le système qui est utilisé par Flight Radar 24 pour pouvoir suivre les avions, ben, en fait, lorsque les avions se trouvent trop loin d'un récepteur ADS-B qui est situé sur la côte, par exemple, ben, sa position, forcément, au bout d'un moment, elle n'est plus reçue. Alors, donc ça s'explique parfaitement. Là, on est au-dessus d'une mer, les côtes sont loin, donc forcément, à certains endroits, vous avez des trous de détection de la DSB. Alors, on pourrait peut-être penser dire que oui, mais la DSB maintenant est suivie par satellite. Oui, sauf que c'est suivi sur les satellites que depuis seulement quelques années, et c'était après le MH370. Donc les zones, on va dire, maritimes et océaniques qui sont loin des côtes, elles ne sont pas couvertes par la DSB. Donc ça peut parfaitement expliquer qu'un avion disparaisse de Flight Radar. Encore plus énorme, qu'elle évoque des avions non identifiés sur Flight Radar qui seraient très rapides et qui pourraient même être des missiles. Clairement, c'est impossible. Impossible. Alors déjà sur Flight Radar, il est nécessaire, comme j'ai dit, d'avoir un avion équipé ADS-B pour être visualisé. Or, les avions de combat sont très rarement, pour ne pas dire quasiment pas, équipés d'ADS-B. Et pour une mission comme celle-là, qui aurait requis une discrétion toute particulière, hein, selon l'auteur, je doute très fortement que l'on aurait pu voir les avions sur Flight Radar, clairement. Je ne parle même pas des missiles, qui ne sont absolument pas détectés par Flight Radar. Hein. On ne met pas d'ADS-B sur les missiles, clairement. Donc vous ne verrez jamais de missiles sur Flight Radar, soyons honnêtes. Donc tout cela n'est que pure spéculation. Hein. Elle énumère également, au cours des dernières 24 heures, qu'il y aurait 4 avions militaires américains qui étaient dans le secteur. Alors on parle de 24 heures, hein, c'est quand même une fourchette assez large. Elle désigne du C-17, du C-130, du C-5 et du C-146. Le C-146 l'interpelle parce que c'est un avion qui est potentiellement utilisé par des forces spéciales. Sauf que c'est un avion de transport qui est plus petit, qui peut très bien acheminer du matériel sur des terrains plus sommaires. D'autant que son scénario ne suppose absolument pas l'utilisation de forces spéciales. Hein. Donc il n'y a rien de choquant. Là, ce qu'on a, ce sont des avions de transport. Et que l'on ait une présence d'avions de transport militaire américains dans la région, ça n'a rien de surprenant ni de troublant. D'autant plus qu'un exercice se préparait et que à la veille des exercices, vous avez toujours des rotations d'avions de transport qui permettent d'acheminer les derniers matériels et les personnels. Donc, pas surprenant. Elle parle également de la possibilité d'un tir de semonce pour intimer l'ordre de suivre. Là encore, je me pose la question de la communication si la fréquence est brouillée, car les tirs de semonce sont systématiquement annoncés sur la fréquence de détresse si le contact radio avec l'avion n'est pas établi. Donc, vous ne faites pas un tir de semonce comme ça tout de suite pour dire vous me suivez. Non, il y a quand même toute une tentative de prise de contact par radio en amont. D'après une de ses sources également, l'avion aurait été abattu en approchant de l'espace aérien chinois avec, accrochez-vous bien, une arme laser en cours de test aux États-Unis. Alors là, on fait intervenir un avion complètement différent. L'armement laser, en effet, a été testé, comme elle le dit, sur un Boeing 747, un seul avion, hein, que l'on voit là, dans le but de détruire des missiles balistiques qui pourraient viser les États-Unis. Mais cette arme n'était absolument pas conçue pour viser un avion. Cela supposerait que cet unique avion
bien particulier, qui était un prototype, était également dans ce secteur. Sauf que ce qu'elle dit, c'est que les Américains ont été pris de court. Donc ils ont été pris de court, mais ils ont quand même réussi à envoyer cet avion dans le coin. Ça me paraît un petit peu rapide. Puis c'était un avion en test, c'était pas un avion qui dépendait de l'armée à ce moment-là. Mais il y a un hic, c'est que le programme a été arrêté en 2012, soit 2 ans avant le scénario du MH370. Voilà. Autre chose qui est quand même assez énorme, il est même évoqué que le MH17 qui a été abattu en Ukraine serait même une réponse de Poutine pour montrer aux Américains en fait qu'ils savaient qu'ils avaient abattu le MH370 et qu'en gros il était capable de faire la même chose. Là on nage en plein délire, hein. Clairement, voilà. Bref, en conclusion, moi je m'interroge, je vais peut-être être dur, sur comment une journaliste qui était en apparence sérieuse et qui est capable de faire du très bon boulot d'investigation, on a vu sur certains aspects de l'enquête, notamment en Maldives, peut partir dans un tel délire complotiste. Moi ça me choque. Il y a quand même des éléments qui permettent de penser les choses différemment. J'ai été particulièrement choqué par un tel scénario, mais aussi par les incohérences qu'il comporte. Sachant que le public n'a pas souvent les compétences ni les connaissances pour pouvoir évaluer la validité d'un tel scénario. C'est pour ça que je fais justement cette vidéo, pour remettre un petit peu de logique et expliquer comment les choses se passent en réalité. Son premier livre, sur moi, était quand même plus raisonnable. Elle est certainement convaincue de ce qu'elle avance, hein, je ne le dis pas. Cependant, je ne pense pas, je ne suis pas certain qu'accorder un crédit aussi important à des témoignages qui ne sont pas du tout vérifiables et qui comportent parfois des incohérences majeures soit la meilleure illustration de ce qu'elle appelle le KISS, K-I-S-S, qui en anglais ça signifie Keep It Simple and Stupid. En gros, c'est quand on ne comprend pas quelque chose, c'est de revenir à des choses simples et basiques. Or, si moi j'applique ce concept du KISS, j'en arrive à une vision très différente qui aboutit en fait à un acte volontaire de l'intérieur de l'avion, sans pour autant désigner directement le commandant de bord, hein. Sauf que ce que j'essaie d'avancer quand je parle de ça, c'est des explications factuelles qui sont basées sur le fonctionnement de l'avion pour le démontrer. Voilà, donc on a clairement une divergence d'appréciation de cette affaire. Je ne dis pas qu'elle a tort, surtout, mais il y a, sur les aspects techniques que je peux expliquer, je peux dire qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes. Voilà, c'était vraiment un peu l'objet de cette vidéo, peut-être un petit peu longue, hein, ouais, presque 1 heure, mais je voulais vraiment un petit peu vous mettre en lumière tous ces points-là, histoire d'avoir une vision peut-être un peu plus objective et différente de ce qui est avancé dans ce livre.